Le 7 septembre 2025, le Somgand craque. Sous le cratère, une matrice de carbone d'une taille jamais enregistrée est confirmée par satellite en moins de 3 heures, tandis qu'une densité diamantifère dépasse largement les standards mondiaux connus, assez pour faire vibrer les marchés avant même que l'ampleur soit comprise et projeter un pays enclavé au centre d'un récit continental. Que signifie pour chacun cette faille devenue immédiatement monétisable quand Ibrahim Traoré y voit d'abord une épreuve de souveraineté et non un trésor à livrer aux convoitises? Peut-être que l'avenir vient de s'accélérer et personne n'est prêt. L'annonce du Somgand ouvre une brèche où promesses et périls avancent côte à côte sans que l'une puisse être dissociée de l'autre. Une ressource stratégique peut offrir un horizon inédit, mais seulement si elle est maîtrisée avec une précision presque clinique, car chaque erreur initiale se paie sur plusieurs décennies. Le bénéfice central est clair: transformer une découverte brute en pouvoir durable et souverain. Pourtant, l'histoire africaine rappelle que la richesse minérale attire aussi pression, influence et déstabilisation silencieuse, souvent plus rapides que les bénéfices sociaux attendus. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages voisins du volcan, l'enthousiasme se mêle à une inquiétude diffuse. Que se passe-t-il lorsqu'un pays longtemps périphérique devient soudain central dans les équilibres régionaux? L'enjeu n'est pas seulement économique, il est politique et symbolique, car il redéfinit la place de l'État face aux acteurs extérieurs. Pour Ibrahim Traoré, le Gand n'est donc pas un jackpot, mais un test, celui de la capacité à tenir la ligne entre ouverture nécessaire et contrôle souverain. C'est ici que tout commence vraiment. Deux données suffisent à expliquer le basculement. Une matrice de carbone d'une ampleur jamais enregistrée est confirmée par recoupement satellitaire en moins de 3 heures. Puis une densité diamantifère dépasse nettement les standards mondiaux connus, déclenchant un frémissement immédiat des marchés avant toute communication officielle. Ce double signal, simple en apparence, referme la question ouverte au départ. La faille du Sahel n'est pas métaphorique, elle est mesurée, quantifiable et donc immédiatement convoitée. Au départ, les ingénieurs ne voient aucune anomalie à l'écran, une irrégularité que les logiciels tentent de corriger comme une erreur de mesure. Les relevés se répètent. Les capteurs terrestres et les satellites orbitaux s'alignent parfaitement. Le doute technique devient certitude scientifique. Sous le Somgand, quelque chose défie les modèles établis et ce basculement suffit à transformer une mission de routine en événement géoéconomique. Dans les heures suivantes, les chancelleries se mettent en tension. Des demandes d'images supplémentaires, d'analyses conjointes et de confirmations officielles s'accumulent. Le Burkina Faso, brusquement projeté au centre d'un récit continental, doit choisir le ton de sa réponse. C'est ici qu'Ibrahim Traoré adopte une retenue stratégique. Plutôt que d'annoncer un triomphe, il déplace le débat de la richesse vers la protection et la responsabilité, redessinant les priorités dès les premières heures. Sur le terrain, l'État verrouille. Les routes sont sécurisées, les drones civils neutralisés, un périmètre d'observation et s'est mis en place. À Ouagadougou, les écrans diffusent en continu les images de carottage bleuté, tandis que les équipes tentent de comprendre comment un volcan silencieux peut abriter une matrice aussi vaste. La découverte cesse d'être un épisode scientifique pour devenir un processus, où chaque décision modifie l'équilibre politique, économique et symbolique. Ainsi se ferme la boucle initiale. Si le monde réagit si vite, ce n'est pas seulement à cause des chiffres, mais parce qu'ils ouvrent un champ de souveraineté rarement offert à un État enclavé. La suite dépendra de la manière dont cette opportunité sera tenue, cadrée et traduite en méthode durable.
Sur le site du Somgand, les premières figures de référence émergent avant même que le récit ne se stabilise. Un géologue burkinabé, chargé d'une simple vérification de routine, raconte comment l'alerte initiale a transformé une journée ordinaire en moment de bascule. Il décrit des variations de densité, des reflets inhabituels dans les carottes de roche et cette intuition immédiate que les modèles connus ne suffiraient plus. Son témoignage ancre la découverte dans une expérience humaine, loin des abstractions de marché. À quelques kilomètres, les habitants des villages voisins observent un ballet inédit. Les routes se ferment, les hélicoptères passent, les radios communautaires diffusent des Germanium, des bulletins spéciaux. Une commerçante explique que les conversations ont changé en une matinée. On ne parle plus seulement des récoltes, mais d'avenir, de formation, de protection du territoire. Cette translation rapide du quotidien vers le stratégique révèle l'impact précoce de l'événement sur les imaginaires locaux. Dans les rédactions, une petite équipe de journalistes locaux joue un rôle de relais. Ils chroniquent la vitesse de diffusion de l'information, des marchés aux écoles et rappellent les légendes anciennes liées au volcan. Le passé affleure dans le présent, donnant à la découverte une épaisseur symbolique qui dépasse la seule géologie. Au centre de ces trajectoires, Ibrahim Traoré apparaît par touches discrètes. Sur le terrain, il interroge les équipes sur la stabilité du sol et la profondeur des strates, rappelant que comprendre précède toute décision. Cette posture calme offre un cadre aux réactions multiples et installe une cohérence initiale. Le sens devient alors évident. Ce qui se joue au Somgand n'est pas seulement une découverte, mais l'entrée d'un pays dans un récit où chaque acteur compte. Tout commence avant l'aube du 7 septembre 2025, quand une équipe mixte capte un signal incohérent sous le Somgand. Avant, il ne s'agit que d'une mission de routine: calibrer des capteurs, vérifier des relevés thermiques, comparer des bandes de densité. Après, les écrans affichent des valeurs que les logiciels ne savent pas interpréter. Le premier réflexe est le doute. Les ingénieurs relancent les mesures, croisent les données, cherchent l'erreur. Le signal persiste. La routine cède. À 8h30, le centre géologique de Ouagadougou envoie un message codé aux plus hautes autorités. Avant, l'anomalie reste scientifique. Après, elle devient nationale. Les décisions s'enchaînent: sécurisation du site, fermeture des routes, neutralisation des drones civils. Les hélicoptères décollent. Les premières images aériennes confirment l'ampleur du phénomène. Le cratère abrite une structure qui défie les modèles connus. Le seuil est franchi. À 9h15, un conseil restreint est convoqué. Avant, l'information circule par fragments. Après, elle est centralisée. Ibrahim Traoré demande une chose simple et ferme: comprendre avant de communiquer. L'ordre est donné d'isoler le périmètre et d'interdire toute fuite. Ce resserrement transforme un risque potentiel en stratégie assumée. Le tempo ralentit volontairement alors que l'extérieur accélère. Le soir même, la diffusion internationale déclenche le pic. Des images de carottage bleuté tournent en boucle. Les marchés suspendent des transactions. Les analystes comparent l'événement à des découvertes fondatrices ailleurs dans le monde. Avant, le Burkina Faso évoluait à la marge des récits géoéconomiques. Après, il devient un point de référence. Les chancelleries de Steden des rapports. Les think tanks publient des notes d'urgence. La tension monte. Dans les villages, la bascule est différente. Avant, les conversations portent sur les récoltes et la pluie. Après, elles s'organisent autour du volcan. Les radios communautaires diffusent l'allocution présidentielle. Ibrahim Traoré ne parle ni de profit, ni de richesse immédiate, mais de responsabilité et de protection. Cette inflexion déplace le regard collectif. Le diamant cesse d'être un mirage. Il devient une épreuve morale.
Le 8 septembre, Vienne-Irlande les réplique. Les premières délégations étrangères cherchent des confirmations. Avant, Somgand était ignoré. Après, il est disséqué. Les universités demandent des cartes. Les coopératives rurales réclament une place dans les futures instances. Le récit se structure. Des comités scientifiques et économiques sont formés. La sidération cède à l'organisation. Le 9 septembre, la méthode s'installe. Avant, les décisions répondaient à l'urgence. Après, elles s'inscrivent dans un cadre. Des priorités sont fixées, sécurisées, analysées, planifiées. La notion de renaissance minérale apparaît dans les discours. Le gisement n'est plus un événement mais un processus. Sur ces 3 journées, une constante domine. Chaque action produit une onde de choc mesurée, chaque choix renforce la cohérence d'un récit en construction. Au centre, Ibrahim Traoré maintient le cap, avançant avec retenue alors que tout pousse à la précipitation. C'est cette discipline, plus que la découverte elle-même, qui transforme la séquence en tournant durable. Les données brutes, publiées après les premières journées de tension, donnent une profondeur mesurable à ce qui n'était jusque-là qu'une sidération visuelle. Point de départ, un pays dit enclavé, dépendant de filières extérieures pour transformer ses ressources et capter la valeur. Écart observé, une découverte qui par ses paramètres modifie l'équation industrielle et politique. 3 indicateurs suffisent à comprendre l'ampleur du basculement. Premier indicateur, 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère identifiées dans le périmètre initial. Cette estimation préliminaire situe le Somgand parmi les volumes exploitables les plus importants recensés pour un cratère volcanique, ce qui signifie une capacité d'extraction durable plutôt qu'un pic éphémère. Autrement dit, la ressource n'est pas un coût unique, mais un stock apte à soutenir une filière sur le temps long. Deuxième indicateur, 6% de kimberlite exploitable, là où la moyenne mondiale se situe autour de 2,8%. Ce différentiel, faible en apparence, change tout. Il indique que chaque unité extraite produit un rendement sensiblement supérieur, réduisant les coûts agents et coûts marginaux et rendant viable une exploitation à échelle maîtrisée. En pratique, cela ouvre la possibilité d'une transformation locale sans dépendre immédiatement de volumes massifs ou d'investissements étrangers dominants. Troisième indicateur, plus 18% d'investissements africains dans les secteurs miniers et technologiques régionaux dans les 10 jours suivant l'annonce, accompagné d'une hausse de 11% des cours du diamant brut avant stabilisation. Cette double réaction montre que l'effet Somgand dépasse les frontières nationales. Elle traduit une reconfiguration de la confiance. Les acteurs régionaux anticipent une chaîne de valeur plus courte, mieux contrôlée, et réagissent avant même que les cadres juridiques définitifs ne soient publiés. Ces chiffres ne valent cependant que par l'usage politique qui en est fait. Là où beaucoup auraient dû mis en avant la valeur brute, Ibrahim Traoré insiste sur ce qu'il appelle la mesure utile. Les données servent à cadrer une méthode, non à déclencher une ruée. Le raisonnement est constant. Partir d'un état initial de dépendance pour montrer l'écart créé par la maîtrise scientifique et institutionnelle. La richesse ne réside pas dans le carat, mais dans la capacité à en fixer le sens et l'usage. Cette logique se traduit par des décisions concrètes. Un comité scientifique national est structuré autour de 3 axes. Sécuriser en installant des dispositifs de surveillance pour empêcher toute intrusion. Transformer via la création d'une entité publique chargée du raffinage local afin de conserver la valeur ajoutée. Transmettre avec le lancement d'une académie destinée à former géologues et ingénieurs capables de gérer la filière sans dépendance extérieure. Ainsi, les chiffres cessent d'être des promesses abstraites. Ils deviennent des leviers intégrés à une trajectoire où chaque pourcentage
Chaque volume sert à construire une souveraineté opérante. La question n'essaie plus de savoir si le Somgand est exceptionnel, mais si cette exception sera disciplinée. Deux visions structurées s'affrontent désormais autour du Somgand, chacune appuyée par des arguments qu'il faut examiner sans caricature pour comprendre l'équilibre réel en jeu. La première, défendue par plusieurs institutions financières internationales et chancelleries occidentales, affirme qu'un contrôle étatique intégral comporte des risques élevés. Selon cette thèse, confier un gisement d'une telle ampleur à un État enclavé pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, accroître les tensions régionales et favoriser des pratiques opaques. Les partisans de cette approche plaident pour une gouvernance partagée, assortie de mécanismes multilatéraux de transparence et de supervision externe, afin de réduire les incertitudes et de rassurer les marchés. La seconde vision, portée par de nombreux États africains et des économistes du Sud, soutient l'inverse. Elle considère que l'histoire minière du continent montre surtout les coûts de l'externalisation. Dans cette lecture, le contrôle national n'est pas un facteur d'instabilité, mais une condition de correction des déséquilibres passés. Le Somgand représenterait une occasion rare de démontrer qu'une ressource stratégique peut être administrée selon une logique d'indépendance, avec une transformation locale et une redistribution mesurée. Cette thèse voit dans la fermeté burkinabé un précédent utile, susceptible de rééquilibrer des rapports de force longtemps asymétriques. Ces deux positions partagent toutefois un point commun essentiel. Toutes reconnaissent que la découverte recompose les équilibres régionaux. La question n'est donc pas de savoir si le Sahel change, mais selon quelle méthode. C'est ici que les faits permettent de trancher sans slogan. Les mesures déjà mises en œuvre, sécurisation stricte du site, centralisation de l'information, création de comités scientifiques et encadrement institutionnel indiquent une logique d'ordre plutôt qu'une fuite en avant. Les données observées renforcent ce constat. Stabilisation rapide des marchés après le choc initial, augmentation des investissements régionaux et absence, à ce stade, de rupture diplomatique majeure. Dans ce cadre, la posture d'Ibrahim Traoré apparaît moins idéologique que procédurale. Elle ne rejette pas la coopération, mais la subordonne à une méthode vérifiable. Ainsi, la souveraineté ne se présente pas comme un refus, mais comme une condition posée à toute ouverture, transformant une opposition binaire en trajectoire mesurée. Cette formule, qui pourrait passer pour une métaphore commode, décrit en réalité un glissement précis du récit. À ce stade, la découverte du Somgand cesse d'être évaluée uniquement à l'aune de ses volumes ou de ses rendements. Elle devient un révélateur de méthode. Là où l'on attendait une réaction défensive face aux pressions extérieures, le pouvoir burkinabé opère un déplacement plus discret mais plus structurant. Il élargit l'enjeu du gisement à une architecture régionale. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré évoque pour la première fois une unité stratégique sahélienne. L'expression est sobre, presque technique, mais elle ouvre un champ nouveau. Les échanges avec le Mali, le Niger et le Tchad se densifient. Il n'est plus seulement question de protéger un site, mais de mutualiser des compétences, des thèmes, des formations et des cadres scientifiques. Les universités régionales préparent des programmes communs, signe que la découverte agit comme un catalyseur institutionnel. Dans les capitales voisines, le regard change. Le Somme-Gand n'est plus perçu comme un atout isolé, mais comme un prototype. Un laboratoire de gouvernance minérale capable de dépasser les frontières sans les dissoudre. Ce basculement marque le véritable milieu du récit. La découverte n'annonce pas seulement un futur national, elle esquisse une intégration sahélienne que peu avaient anticipée.
À partir d'ici, les effets ne peuvent plus être contenus à un seul pays. Les retombées du Somme-Gand deviennent tangibles dès lors qu'on les observe à travers 4 groupes, chacun touché différemment par la reconfiguration en cours. Pour l'État, d'abord, la découverte impose une montée en capacité accélérée. Les administrations minières et financières doivent passer d'une logique de supervision marginale à une gouvernance centrale. Des fonds dédiés sont structurés, des procédures de traçabilité sont renforcées et la planification budgétaire intègre désormais un actif stratégique à long terme. Cette transformation administrative, moins visible que les images de carottage, constitue pourtant le premier effet durable de la découverte. Pour les entreprises nationales, l'impact est immédiat et sélectif. Les sociétés locales d'ingénierie, de sécurité et de logistique voient s'ouvrir un espace inédit, conditionné à des exigences techniques élevées. La priorité donnée aux acteurs burkinabés agit comme un filtre. Seules les structures capables de monter en compétences rapidement accèdent aux marchés liés au site. Ce mécanisme favorise l'émergence de startups spécialisées, souvent fondées par de jeunes ingénieurs formés localement, et accélère un transfert technologique qui jusque-là restait théorique. Plusieurs économistes soulignent que cette dynamique n'aurait pas pris forme sans un cadrage étatique strict assumé dès le départ. Pour les citoyens, les effets sont plus diffus mais profondément symboliques. Dans les villes, les débats se déplacent vers l'éducation scientifique, la formation technique et les perspectives d'emploi à moyen terme. Dans les zones rurales, l'activité autour du site stimule des microéconomies liées au transport, à l'approvisionnement et aux services. Cette amélioration reste fragile, mais elle modifie les attentes collectives. Le Somgand ne représente pas encore une richesse distribuée, mais il redéfinit ce qui est perçu comme possible. Dans ce contexte, les discours d'Ibrahim Traoré insistent sur la patience et la vigilance, rappelant que la redistribution précède rarement la structuration. Pour la région, enfin, l'effet est systémique. Les pays voisins observent attentivement la méthode burkinabé et cherchent à s'y arrimer. Des accords de formation croisés sont signés, des projets de corridors logistiques sont évoqués et des cadres de coopération scientifique émergent. Le Sahel, longtemps décrit à travers le prisme sécuritaire, commence à être envisagé comme un espace de coordination économique et institutionnelle. Cette évolution attire l'attention des partenaires extérieurs, contraints d'adapter leur approche à une région moins fragmentée qu'auparavant. Un paradoxe s'installe alors. Plus le Burkina Faso affirme son contrôle, plus il devient un point d'ancrage régional. Plus il ralentit l'exploitation immédiate, plus il gagne en crédibilité stratégique. Cette tension productive explique pourquoi les conséquences du Somgand dépassent largement la question minière. Elles dessinent un nouvel équilibre, encore instable, où la souveraineté devient un facteur d'attraction plutôt qu'un repli. C'est ce basculement, plus que les volumes extraits, qui constitue le véritable effet de la découverte. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires cohérentes se dessinent à partir des signaux déjà observables. Elles ne relèvent pas d'une projection hasardeuse, mais d'une lecture conditionnelle des choix en cours et des réactions qu'ils suscitent. Scénario de base. Le Burkina Faso maintient un contrôle souverain strict tout en acceptant des partenariats techniques limités et réversibles. Les exploitations pilotes démarrent à faible cadence afin de tester la sécurité, la traçabilité et la transformation locale. La croissance économique progresse de manière modérée, tandis que la stabilité sociale reste la priorité. Les, les tensions diplomatiques persistent mais demeurent contenues car les règles sont claires et appliquées de façon constante.
Ce scénario repose sur une discipline institutionnelle continue et sur la capacité à résister aux accélérations extérieures. Scénario optimiste. Une dynamique régionale se structure autour du Somgand. Des cadres panafricains de coopération scientifique et industrielle émergent, mutualisant infrastructures, formations et normes environnementales. Les investissements publics augmentent, soutenus par une confiance accrue des acteurs africains. Les chaînes de valeur se raccourcissent et la transformation locale gagne en efficacité. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso devient un centre de coordination plutôt qu'un simple détenteur de ressources, et l'intégration sahélienne franchit un seuil qualitatif. Scénario de tension. La fermeté étatique provoque des réactions négatives sur certains marchés. Des pressions financières, médiatiques ou réglementaires apparaissent, fragilisant la confiance interne. Le débat politique se polarise entre partisans d'une ouverture rapide et défenseurs du contrôle strict. Les gains sociaux tardent à se matérialiser, augmentant la fatigue collective. Dans ce cas, l'État doit consacrer davantage d'énergie à la résilience qu'à la construction, au risque de ralentir la trajectoire initiale. Ces scénarios partagent une constante. Aucun ne dépend uniquement du gisement lui-même, mais de la méthode appliquée. La règle de pensée est simple. Si l'objectif est la liberté d'action à long terme, alors chaque décision doit être évaluée à l'aune de sa réversibilité et de sa capacité à absorber les pressions. C'est dans cet équilibre, souvent rappelé par Ibrahim Traoré, que se jouera la suite du récit. À mesure que le Somme-Gand s'installe dans le débat public, ses effets se déplacent vers l'intime et le quotidien. Pour les ménages urbains, la découverte modifie la manière de parler de l'avenir. Les conversations quittent la seule question du coût de la vie pour aborder la formation scientifique, les métiers techniques et les trajectoires professionnelles liées à une filière en construction. L'idée d'un horizon qualifié, jusque-là abstraite, devient progressivement concrète, même si elle reste conditionnée à la durée et à la rigueur du processus. Chez les jeunes, l'impact est plus direct. Les images d'étudiants en laboratoire, de maquettes géologiques et de programmes universitaires spécialisés circulent largement. Elles nourrissent un sentiment d'appropriation rarement observé, où la connaissance apparaît comme un levier de souveraineté plutôt que comme un simple diplôme. Cette dynamique ne garantit pas des emplois immédiats, mais elle réoriente les aspirations vers des compétences stratégiques compatibles avec une transformation locale de la ressource. Les aînés, en revanche, adoptent une posture plus prudente. Ils rappellent que chaque richesse attire son épreuve et que la patience a souvent manqué dans l'histoire minière du continent. Dans les lieux de culte et les assemblées communautaires, les discours mêlent fierté et vigilance. Cette tension devient un ciment social. L'enthousiasme est tempéré par la responsabilité et l'attente s'organise autour de règles partagées. Deux gestes simples émergent alors comme point d'appui. D'abord, suivre l'information scientifique et institutionnelle afin de comprendre les décisions à venir, plutôt que de réagir aux rumeurs. Ensuite, encourager l'orientation vers les filières techniques et minières, là où la valeur future se construira sur la durée. Ainsi, le Somgand cesse d'être un événement lointain. Il devient une question vécue, intégrée aux choix éducatifs, aux discussions familiales et aux attentes collectives. La transition entre découverte et gouvernance repose sur une séquence méthodique, pensée comme une chaîne de responsabilité plutôt que comme une annonce politique. La première étape consiste à institutionnaliser le contrôle. Une autorité nationale du Somgand est mise en place pour centraliser les flux d'informations, garantir la traçabilité de chaque extraction et coordonner les acteurs publics.
Les critères d'évaluation sont précis. Registre sans anomalie, audit régulier et publication de rapports accessibles. La deuxième étape vise à maîtriser la technologie. Des laboratoires universitaires, appuyés par des partenariats techniques encadrés, forment une première cohorte d'ingénieurs spécialisés. Le calendrier est fixé sur 12 mois avec des modules progressifs couvrant géologie appliquée, automatisation et sécurité. La réussite se mesure par des certifications opérationnelles et par la réduction des interventions humaines dans les zones à risque. La troisième étape concerne la redistribution structurée. Les revenus issus de l'exploitation alimentent notamment des pôles clairement identifiés: éducation, santé et énergie. Des objectifs mesurables sont associés à chaque pôle, comme l'ouverture de lycées techniques, le financement d'infrastructures hospitalières spécialisées et le soutien à des projets énergétiques régionaux. Les indicateurs portent sur l'avancement des chantiers et le nombre de bénéficiaires directs. Enfin, une quatrième étape s'attache à protéger l'environnement. Des études d'impact indépendantes sont lancées dès la phase pilote. Elles s'appuient sur des capteurs sismiques, des analyses hydrologiques et des seuils écologiques prédéfinis. Les résultats conditionnent la montée en puissance de l'exploitation. À travers cette feuille de route, Ibrahim Traoré ne cherche pas à accélérer, mais à verrouiller. Chaque étape répond à la question ouverte plus tôt. Comment transformer une opportunité exceptionnelle en souveraineté durable, sans sacrifier l'avenir à l'urgence? Au pied du somme Gand, une scène revient souvent dans les récits. Le géologue rencontré au premier jour repasse près du site, cette fois sans agitation, observant les mêmes strates avec un regard changé. Autour de lui, les villages ont repris leur rythme. Mais les conversations portent désormais une mémoire commune. La découverte n'est plus une surprise, elle est devenue un repère. Ce retour au terrain ferme la boucle ouverte au début, là où l'événement semblait dépasser ceux qui le vivaient. Un symbole discret s'installe alors dans l'imaginaire collectif. Une pierre brute, laissée volontairement sans ornement, circule comme image dans les écoles et les radios locales. Elle rappelle que la valeur ne vient pas de l'éclat immédiat, mais du travail patient qui donne un sens à la matière. Ce motif simple relie la science, le quotidien et la responsabilité, sans héroïsation excessive. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil continu plutôt que comme un point culminant. Sa constance, plus que ses déclarations, donne une tonalité au récit. Elle suggère que la souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique jour après jour par des choix sobres et vérifiables. La phrase qui s'impose est brève, presque austère: la souveraineté se construit dans la durée. Elle résume l'émotion sans l'exagérer et transforme l'élan collectif en engagement mesuré. Ainsi, le Somme-Gand cesse d'être un instant spectaculaire pour devenir une mémoire en formation. Alors que l'attention internationale reste fixée sur le Somme-Gand, le Burkina Faso avance désormais dans un temps plus long, moins spectaculaire mais plus décisif. Le volcan n'est plus seulement un point d'observation extérieur, il devient un miroir des choix collectifs. Étudiants, travailleurs, membres de la diaspora, chacun est concerné par la manière dont cette découverte sera comprise, discutée et transmise. La souveraineté, ici, ne se limite pas aux institutions. Elle se nourrit aussi de débats informés, d'un intérêt soutenu pour la science et d'une vigilance partagée face aux simplifications. Dans ce récit, la posture d'Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adhésion aveugle, mais à l'attention. Suivre l'évolution du cadre scientifique, observer les décisions publiques, interroger leur cohérence. Ce sont là des formes de participation discrètes mais essentielles. Elles permettent de transformer un événement géologique
en apprentissage collectif. Reste une interrogation volontairement ouverte qui dépasse le seul cas burkinabé. Si une ressource peut devenir un levier de méthode plutôt qu'un objet de convoitise, alors quelles autres trajectoires pourraient s'ouvrir pour le Sahel et au-delà pour un continent en quête de maîtrise durable de son avenir?